bienvenue à tous. Voilà, ça permet aux quelques retardataires qui viennent d'entrer dans ce webinaire de nous rejoindre. Donc, je vais proposer à chacun d'entre vous voilà, quelques règles, en tout cas, pour qu'on puisse avoir la meilleure expérience possible de ce webinaire, où Dalila va nous parler de fatigue et de télétravail. Donc, Dalila qui se présentera au début de son intervention. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous, alors je ne vois plus sa vidéo, Lison. Lison qui est facilitatrice graphique et donc avec qui on a l'habitude de collaborer et qui, voilà, très généreusement nous a proposé de participer à notre webinaire et elle va croquer là au fur et à mesure de nos échanges, de la présentation que Dalila va faire. Elle va croquer un peu à l'image des dessinateurs de presse, elle va croquer un peu ce qui se passe et puis nous faire quelques apartés où elle présentera du coup ce qu'elle a entendu et comment elle a vu les choses. Ça permettra d'avoir un petit livret en fin de webinaire qu'on vous adressera. Les règles de ce webinaire, elles sont relativement simples. Le premier qu'on va vous proposer, c'est de mettre votre prénom. Voilà, j'ai vu que voilà, certains l'ont fait déjà. Donc, de mettre votre prénom et puis la structure à laquelle vous appartenez. Deuxième règle, c'est effectivement de laisser votre caméra allumée. Ensuite, mettre votre micro en mode muet, ce que j'avais bien fait tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on puisse utiliser plutôt la partie converser, la partie chat, pour pouvoir, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, et puis on les fera remonter à Dalila au fur et à mesure qu'elles arrivent. Si vous voulez avoir une vision d'ensemble, utilisez le mode galerie dans votre affichage. Donc, vous avez plusieurs petits carrés. Donc, vous pouvez l'activer en haut à droite. Le chat, j'en ai parlé. Le pouce en l'air, en fait, quand on vous pose une question, comme moi tout à l'heure, bêtement, qui vous posait la question si tout le monde m'entendait bien, et j'ai pas vu de pouce levé, mais ça m'a pas empêché de continuer. Donc, si Dalila vous pose des questions, voilà, vous pouvez faire partager que vous êtes en accord ou pas avec elle. Voilà. Donc, le pouce OK en l'air, c'est un pouce OK. Et si votre connexion Internet est compliquée, il manque un E, ou si du coup vous êtes en connexion instable, ce qu'on vous propose, alors là aussi, hein, on tatillonne tous un petit peu avec, et on tâtonne tous un peu avec ces outils-là. Donc, peut-être de couper les autres appareils qui peuvent être connectés au Wi-Fi, par exemple le téléphone, si vous avez un autre ordinateur, une tablette à côté de vous, et puis si vous avez d'autres onglets qui sont actifs sur votre ordinateur. Voilà, ça permettra de ramener un peu de flux et puis d'avoir la connexion qui soit la plus stable possible. Voilà pour ça. Donc, le webinaire est enregistré et donc ça va permettre de vous mettre aussi à disposition. Tout à l'heure, j'ai parlé du livret qui sera établi, mais on vous mettra aussi à disposition la présentation qui est faite. Est-ce que du coup, pour tester si le chat fonctionne bien, vous pourriez me mettre d'où vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous avez déjà repris le chemin du bureau? Est-ce que vous êtes dans un espace de coworking? Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre quelques éléments dans le chat? Super, donc du coup on voit qu'il y a déjà qui a repris, beaucoup de gens qui sont encore à la maison. Ok, merci. Et puis, deuxième question que je vais vous poser avant de donner la parole à Dalila et à Lison pour qu'elle se présente. Est-ce que vous-même, vous êtes en télétravail ou est-ce que vous managez une équipe en télétravail? Voilà, là aussi pour se situer un peu par rapport au contexte. Les deux. Ok, très bien. Donc Dalila, tu as vu, on a un panel assez représentatif et de gens qui sont eux-mêmes en télétravail et de managers aussi d'équipes en télétravail. Voilà. Est-ce que du coup, Lison, tu veux bien te présenter, prendre la parole pour te présenter, puis peut-être du coup introduire, si tu veux, le sujet à ta manière? J'ai vu que tu avais commencé à préparer quelque chose. Oui, peut-être tu peux me laisser partager l'écran.
Donc, bonjour à tous, moi je suis Lison Bernet et donc je fais du dessin. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour dessiner pendant le webinaire de Dalila. Est-ce que vous voyez mon dessin? Ça y est, ça arrive. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça pendant que Philippe ne parlait pas encore. Et voilà, donc du coup, j'ai aussi ça avec son petit micro qui est déjà fatigué. Voilà, donc je vais dessiner pendant tout le long du webinaire et puis on vous enverra les dessins à la fin. Voilà, c'est bon pour moi. Dalila, à toi? Ouais, super. Merci Lison, merci Philippe. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous pour discuter de ce sujet combien intéressant et extrêmement riche aussi. Moi, chez Coopérative, avec mes collègues, on va être spécialiste du fonctionnement des femmes et des hommes au travail. Donc, grande terminologie pour dire que quand il s'agit de travail, on va donner en fait des connaissances, des conseils sur comment est-ce que ça fonctionne, une femme et un homme au travail, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la performance, les collectifs, la communication. Et ces informations, forcément, quand il s'agit de télétravail, ça va nous intéresser également, puisque c'est une nouvelle situation de travail, d'autant plus en télétravail en contexte de confinement. Et c'est ce que nous allons aborder donc ensemble sur ce webinaire. On va essayer de rester donc dans les temps de 18h05 et de prévoir également à la fin des informations que je vais vous transmettre un temps de questions-réponses, évidemment, d'échanges qui seront tout aussi importants. Enfin, ce temps sera tout aussi important que le reste du webinaire. Eh bien, si tout le monde est OK, on va pouvoir débuter. On est parti, Philippe? On est parti. OK. Alors, ce temps va s'articuler en 3 parties. Donc nous, on a fait le choix de l'articuler en 3 parties pour répondre à cette question. Pourquoi nous sommes fatigués par ce télétravail? Là, dans la première partie, on parlera en fait du télétravail, qui est une situation de travail qui s'apprend et qui s'accompagne. On verra en fait comment est-ce qu'on est en apprentissage sur cette situation de travail. Dans la deuxième partie, on regardera ensemble plus en détail en fait comment est-ce que ça chauffe pour notre cerveau puisque nous recevons beaucoup d'informations. Donc là, on parlera un peu plus de surcharge cognitive. Et enfin, en troisième partie, on abordera un point en fait qui fait le lien en fait avec les 2 premières parties, c'est comment garder son corps en mouvement, puisque finalement, cerveau, corps, c'est indissociable et le mouvement donc fait partie de tout cet équilibre. Donc, on va débuter par cette première partie. Le travail, ça s'apprend et ça s'accompagne. Et je vais commencer par donner quelques informations plutôt neurosciences. Donc, le cerveau. Le cerveau, en fait, on a appris très récemment qu'il est toujours en apprentissage, qu'il est ce qu'on appelle en apprentissage continu. Lorsqu'en fait on est en nouvelle situation, quand on fait quelque chose de nouveau, une situation de travail, on apprend une nouvelle danse, une nouvelle langue, le cerveau va créer de nouvelles connexions de neurones. C'est-à-dire que nos neurones vont créer de nouveaux ponts entre eux pour chaque nouvelle chose qu'on apprend. Et ensuite, ces mêmes connexions, ça fait comme un petit chemin, ces mêmes connexions, elles seront réutilisées pour cette même action, cette même tâche que l'on aura appris. J'apprends une danse, des pas, je les apprends, j'ai des connexions qui se font. Quand je refais ces mêmes pas, c'est les mêmes connexions que je vais utiliser, connexions de neurones. Et en fait, plus elles seront répétées, ces connexions, plus elles vont être performantes. Et l'expertise que l'on va avoir dans nos actions, vont se transformer en habitude. Et c'est là où on vient à une autre connaissance sur le cerveau, qui est de dire que le cerveau a besoin de routine. En fait, il faut savoir qu'on fonctionne tous en mode économique, pratiquement en mode veille, un peu comme une machine ou une télé, par exemple. Le cerveau et le corps va toujours choisir en fait le mode de fonctionnement qui lui demandera le moins d'énergie. Et évidemment, créer des routines, fonctionner par la force des habitudes, c'est ce qui lui permet en fait de fonctionner en mode économique, de consommer le moins d'énergie possible. Le fait donc d'avoir ces habitudes permet de ne pas toujours mettre la même énergie pour réaliser une tâche. Il va construire une routine pour passer en mode économique et acquérir donc cette tâche de façon automatique.
Et c'est ça qui va lui permettre de gérer son énergie. Et c'est également parce qu'il gère cette énergie que le cerveau va pouvoir réaliser plusieurs tâches en même temps, des tâches en simultané. Et pour que ça soit bien parlant, on peut prendre par exemple, j'aime bien donner cet exemple, c'est celui de l'apprentissage pour faire ses lacets. On essaie de se souvenir, quand on était petit, on apprenait à faire ses lacets, on nous a appris étape par étape. Je prends mon lacet gauche, j'en fais une boucle, je prends mon lacet droit, je l'entoure autour du lacet gauche, je passe en dessous, etc., etc. Aujourd'hui, si on se souvient comment est-ce que l'on fait ses lacets, on se rend compte que, on ne se souvient même pas quand est-ce qu'on fait ses lacets tellement c'est automatisé. Et 2, on est en capacité de faire ses lacets sans se rappeler toutes ces étapes. Je fais ma boucle, je prends celui de droite, je passe en dessous. Et ce qui nous permet en réalité, quand on fait nos lacets en mode automatique comme ça, eh bien de faire autre chose. Je fais mes lacets en début de journée, je peux du coup réfléchir au chemin que je vais prendre pour aller au travail, je peux réfléchir à ce que je vais manger ce midi, à la journée que je vais passer. Alors quand on sait ça, et pour revenir au travail, eh bien on se dit que finalement, notre cerveau, avant le confinement, il a pris une habitude, une routine, celle de travailler et d'être productif dans un endroit précis, c'est-à-dire notre bureau physique. On est stimulé par un cadre physique, notre bureau, celui de ses voisins, dans un endroit particulier. Et on est également stimulé par un environnement social, nos collègues, notre hiérarchie. Et on installe donc une routine. C'est-à-dire qu'on va, dès qu'on part de chez soi, on va déjà mettre son cerveau en mode « je vais aller travailler ». Il se met déjà à l'action. Et rien que le fait de partir de chez soi et de faire ce trajet, ce temps de trajet, que ce soit transport en commun, voiture, même à pied, jusqu'à notre bureau, ça commence déjà à le mettre en mode « je vais aller travailler ». Cette routine d'aller travailler dans cet endroit où je suis motivée, où je vais être productif. Et la deuxième routine qu'on a aussi par rapport au lieu physique, qui va être là notre maison, c'est que chez soi, on a plutôt l'habitude d'y manger, de s'amuser, d'y dormir. En tout cas, cette maison, cet endroit, on y est pour organiser ses tâches ménagères, organiser ses travaux, ses factures, prendre du temps avec sa famille. On y joue, on y rit, on regarde des films, on mange, on dort. Bref, un petit peu plus autre chose que produire, être performant, être concentré sur quelque chose, un sujet du travail. Donc, on a quand même 2 routines qui sont assez fortes avant le confinement, qui sont celles d'aller au travail et d'être productif, et puis d'être chez soi, d'être plutôt tranquille, en tout cas faire autre chose que le travail. Et puis, avec le confinement et ce télétravail, eh bien, on a bousculé ces routines-là, clairement. On s'est retrouvé en fait avec un cerveau dont il a fallu actionner la motivation pour être concentré dans un endroit où on a habituellement plutôt l'habitude de s'amuser, en tout cas de faire autre chose que d'être productif et d'être performant. Eh bien, c'est cette action-là différente qu'on va demander à notre cerveau parce qu'on est dans un autre environnement pour faire notre travail, qui va être de l'apprentissage. Et évidemment, comme tout apprentissage, eh bien, ça demande et du temps et de l'énergie. Souvenez-vous, si vous apprenez une nouvelle danse ou une nouvelle langue, vous comprenez bien qu'au départ, c'est long, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'informations à intégrer et eh bien, ça demande et du temps et de l'énergie. Donc finalement, si on fait notre parallèle avec le télétravail, qui devient en tout cas un télétravail à 100%, qui est celui que l'on a vécu avec le confinement et qu'on va continuer de vivre pour la plupart avec le déconfinement, eh bien, c'est un télétravail qui va s'apprendre parce qu'on est obligé d'y créer de nouvelles routines. Ça peut être des routines avec sa situation personnelle. On n'est pas tous égaux, en tout cas similaires, sur les situations de télétravail. Mais également des routines avec son équipe, sa hiérarchie, des routines avec son nouvel environnement physique, son espace de travail, et évidemment des nouvelles routines avec les outils que l'on va utiliser, qui vont venir être le soutien, le support en fait de notre télétravail. Et finalement, cette situation d'apprentissage qui est générée par le télétravail, on l'a souvent sous-estimée. Quand on parle de mettre au télétravail quelqu'un, une équipe, une entreprise, on pense tout de suite à la partie technique. Il faut que tous mes salariés, toutes mes équipes soient équipés d'un ordinateur, du casque et d'une bonne connexion Internet. Mais on ne parle que très rarement de la partie motivationnelle et également émotionnelle. Comment est-ce que, du coup, mes équipes vont travailler de la même manière d'un point de vue motivation et puis sens au travail et bien-être au travail en étant chez eux? Alors,
ces questions-là, on va essayer de voir en fait ensuite comment est-ce que l'on est en apprentissage sur différents pans de télétravail, différents aspects du télétravail, et de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait les trouver un peu des leviers d'action qui vont venir l'améliorer pour la suite. Parce que c'est bien là notre objectif avec ce webinaire, hein, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux pour demain, pour soi et pour ses équipes. Donc quand on sait qu'on est en situation d'apprentissage avec le télétravail, eh bien, on va se demander qu'est-ce qu'on apprend finalement. La première chose qu'on va apprendre, c'est à s'organiser avec nos situations personnelles. La situation de télétravail, elle n'est pas la même pour tout le monde. Alors, vous allez tous vous y reconnaître, hein. Ce n'est pas exhaustif comme liste, mais en tout cas, ça donne bien une diversité de profils. On a ceux qui sont avec ou sans enfants. Ça change évidemment toute une stratégie de travail que d'avoir 5 heures de cours à donner à son enfant tous les matins ou tous les après-midi. Il y a ceux aussi qui vivent seuls et qui n'ont aucun contact physique, mis à part donc des contacts à distance avec des collègues. Il y a ceux qui vivent en colocation, qui vont vivre avec une grande famille. Il y a ceux aussi qui ont l'habitude de télétravailler avant le confinement, qui travaillaient 1 ou 2 journées dans la semaine, et donc qui ont tout le matériel, un espace de travail, un ordinateur avec écran, le clavier déporté, une bonne connexion Internet. Et puis, bien, il y a ceux qui, au moment du confinement, se sont retrouvés juste avec un ordinateur portable et à se dire, bon, ben voilà, d'avoir je télétravaille et avec ce que j'ai, donc un ordinateur portable. Il y a également ceux, il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas doté d'une connexion Internet et d'un réseau téléphonique au même niveau partout en France. Il y a ce que l'on appelle des zones blanches, donc des zones où on capte un peu moins bien le téléphone et où on n'a pas un très bon débit Internet. Ou un webinaire, par exemple, comme celui-ci, peut être compliqué parce qu'on entend moins bien, ça saccade. Enfin voilà, tenir 1 heure dans ces conditions, ça devient compliqué. Donc on voit bien là qu'il y a différentes situations, différents profils de télétravailleurs. Et quand on dit ça, on se dit aussi que c'est des choses à prendre en considération. Quand on est manager, on se dit qu'en tant que responsable d'équipe, on doit avoir en tête toute cette diversité de télétravail qui est en fonction de la situation personnelle. Alors avant ce confinement et ce télétravail à 100%, on n'aurait pas autant fait état des situations personnelles, mais l'une des caractéristiques du télétravail, c'est bien d'avoir en fait une vie professionnelle et une vie personnelle qui sont de plus en plus proches, vraiment coude à coude. Donc c'est important de les prendre en compte. Donc, en tout cas, une situation d'apprentissage. On apprend à s'organiser avec ses contraintes personnelles. Le deuxième élément d'apprentissage, c'est la chose à laquelle on pense rapidement, ce sont les nouveaux outils qu'on doit utiliser. Alors, télétravailler, ça a changé notre manière de communiquer, de s'informer et d'échanger des documents, hein, de produire des choses. On le faisait de manière plutôt informelle quand on était au bureau. Alors, on connaît tous les réunions café, les réunions évidemment formelles, mais aussi les réunions entre 2 portes de couloir, également les mini-réunions au déjeuner, à la cantine. Bref, tous ces moments informels où on s'échangeait de l'information qui est hyper importante pour notre activité, eh bien, on doit le faire aujourd'hui à travers de nouveaux outils. Alors, quelques exemples de nouveaux outils. Sans en faire forcément de la pub, mais ceux qu'on connaît a priori le plus, on a Slack par exemple, plateforme collaborative, on a Zoom pour les visioconf, WhatsApp, pourquoi pas. On a également en termes d'outils toutes les suites en ligne type Microsoft ou Google qui permettent de produire par exemple un document à plusieurs et en ligne, en simultané. Eh bien, tous ces outils-là, collaboratifs, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, ils demandent de l'apprentissage pour les utiliser. Alors évidemment, avec le confinement, cet apprentissage et cette utilisation a été de manière intensive. Elle a été vraiment poussée. Et on a eu également à noter, ce qu'on a entendu, nous, dans les entreprises, c'est que ça a également provoqué de la crainte chez certains. C'est la crainte de ne pas savoir les utiliser correctement. La crainte, aussi le fait de ne pas pas oser les explorer pour apprendre à mieux les utiliser. Finalement, cette crainte, ça fait naître du stress chez certains. Et quand on est en visioconférence, lors de partage de documents, bref, quand on les utilise avec les collègues pour une tâche en particulier, eh bien voilà, ça va nous mettre en situation de stress, un peu d'anxiété. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas qui en parler. Et toutes ces situations de stress, on le sait, eh bien, ça fatigue quand on en passe comme ça sa journée à les multiplier. Donc voilà, c'était la deuxième situation d'apprentissage avec ces nouveaux outils.
La troisième situation d'apprentissage que l'on souhaitait vous donner, et ce n'est pas la moins importante, hein, au contraire, c'est celle qui nous permet de collaborer à distance. Aujourd'hui, avec le télétravail à 100%, il a fallu qu'on apprenne tous à collaborer à distance tout le temps. Donc, j'en parlais juste avant, on a plein d'échanges formels et informels, hein, qui existent quand on est au bureau. Eh bien, ces échanges-là, qui sont vraiment nécessaires à notre activité, on ne peut pas faire sans, eh bien, il a fallu les retranscrire à travers des outils comme Slack ou Zoom. Il a fallu précisément, les reconstruire avec le télétravail à 100%. Et là, j'insiste bien sur le mot reconstruire. Ce n'est pas anodin quand j'utilise ce mot de reconstruction. Je vous donne un exemple, celui par exemple de ce point d'équipe hebdomadaire du lundi, avec le café, les croissants en salle Everest du second étage, que l'on a donc l'habitude de faire avec son équipe. Eh bien, comment est-ce que l'on fait maintenant avec le télétravail ? Pour répondre à ça, ce que l'on a fait tous, c'est construire de nouvelles règles. Et c'est pour ça que l'on dit qu'on reconstruit des règles de travail, ce que l'on appelle aussi des règles de métier, avec ce télétravail à 100%. On a donc du coup appris à échanger dans un nouvel environnement en intégrant de nouveaux outils, et on l'a fait collectivement. On s'est mis d'accord, sur des choses à faire ensemble. Voilà, est-ce qu'on fait bien ça le lundi, à telle heure, avec quel outil, où est-ce que je mets le document, qui commence, qui anime. Donc le point du lundi, qui était avec le café croissant en salle Everest du deuxième étage, il s'est transformé pour certains en café virtuel, tasse à la main, devant Zoom et ses collaborateurs. Donc, vous voyez, déjà, cette situation-là a été une situation d'apprentissage. C'est comment est-ce que je refais des règles pour faire ce type de point. Alors, j'ai donné là l'exemple de la réunion hebdomadaire, mais en réalité, ça fonctionne avec tous les éléments d'organisation avec son équipe, dans son entreprise. Ça fonctionne lorsqu'il s'agit également de faire des points individuels, de manager, de gérer les objectifs d'une équipe, d'aider à la priorisation des dossiers, la production de dossiers. Ça fonctionne aussi pour le moral des troupes, l'information de la hiérarchie à redescendre, celle de son équipe à remonter. Bref, tout y est passé, de devoir reconstruire toutes ces règles pour fonctionner à distance. Quelque chose aussi à noter dans cette collaboration à distance, très importante, mais ça je pense que tout le monde a dû le ressentir, c'est la différence dans le lien social à distance, ou 100% à distance ou 100% en présentiel. Le télétravail nous a fait ressentir un manque de lien social. Et ça, il faut savoir que pour le cerveau, ça a un fort impact. Alors vous savez, on connaît l'expression l'être humain est un animal social avant tout. Et c'est pas pour rien qu'on dit ça. Pour pouvoir en fait fonctionner, on va dire en bonne santé, le cerveau il a besoin d'être stimulé par ses rapports avec les autres. Il a besoin d'être stimulé par des liens sociaux en physique. On voit aussi que dans nos situations, on voit aussi que c'est très important le toucher. Le fait de toucher, en fait, c'est quelque chose qui contribue à notre bien-être, à notre santé. Évidemment, en télétravail, en 100% télétravail, eh bien, ce lien social avec ses collègues, avec son équipe, qui a diminué, le fait de ne pas se dire bonjour, de ne pas se toucher en présentiel, eh bien forcément, ça a eu un impact sur notre cerveau. On a été moins stimulé et ça peut aussi provoquer des situations d'isolement où, sans s'en rendre compte, parce qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, eh bien on est plus, on est plus stimulé par les liens sociaux, on se retrouve seul. Et ça, en fait, pour le cerveau, c'est vraiment quelque chose de fatigant. Il est donc important de se dire qu'il faut recréer du lien, aller rechercher auprès de ses collègues et de ses équipes cette stimulation que l'on pouvait avoir avant, formelle ou informelle. On va le voir un petit peu plus tard dans les points de réussite. Donc vous voyez là, on ne peut pas être exhaustif parce que sur ce sujet-là, il y a énormément d'informations à dire, mais on a essayé de résumer sur cette partie-là du télétravail qui s'apprend et qui s'accompagne, les situations finalement d'apprentissage, comment le cerveau s'est mis en situation d'apprentissage. Et comme on vous l'a dit, l'apprentissage, ça fatigue. On apprend à travers nos nouvelles situations personnelles, avec des nouveaux outils, et on apprend parce qu'on doit aussi apprendre à collaborer à distance. Tout ça, ça se construit collectivement, individuellement et également collectivement.
Pour terminer cette première partie, on voudrait partager avec vous d'ailleurs ce qu'on appelle des clés de réussite. C'est un peu des pistes d'action, parce que maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la question. Alors, la première chose que l'on peut faire, notamment quand on est manager, c'est de faire le point sur les situations personnelles. Quelle est en fait la diversité des profils que j'ai dans mon équipe? Qui a besoin de plus de contacts parce qu'il habite seul? Qui a besoin en fait qu'on réorganise sa charge de travail parce que de 9h à 11h tous les matins, il donne école à son fils? Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut se construire collectivement. Pourquoi pas en faire un sujet de débat collectif pour construire ces règles ensemble. Justement, l'un des principes de base pour ce télétravail, c'est quelque chose qu'on peut avoir l'impression de vivre seul, mais en réalité, c'est quelque chose qui se vit et collectivement et qui se construit surtout collectivement. Donc, la première chose importante à faire, ça sera de voir quelles règles on peut construire ensemble, des règles de travail, celles dont je parlais tout à l'heure. Alors évidemment, il y a les règles au niveau des outils, qui utilisent Zoom, qui utilisent Slack, comment est-ce qu'on fait pour s'envoyer tel document, quand est-ce on utilise le mail, ou quand est-ce qu'on envoie plutôt un message sur la messagerie instantanée de Slack. Tout ça, ça se discute pour se dire telle information, c'est sur tel outil. Mais c'est aussi discuter de ce qui nous bloque et de ce qui nous fait peur. C'est vraiment notamment avec ce confinement, et en tout cas ce qu'on a vécu, cette crise sanitaire, un des axes majeurs de travail, à notre sens, c'est de travailler vraiment, de pouvoir mettre en discussion ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on a vécu individuellement avec ce travail à distance dans ce contexte de confinement? Et qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en place pour améliorer ce que l'on a vécu pendant ces presque 2 mois de télétravail un peu sauvage? Qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette période? Qu'est-ce qu'on se donne comme vision pour plus tard? Et donc, c'est des sujets qu'on peut aborder avec ses collaborateurs. Évidemment, les solutions, on ne les a pas individuellement. Je n'en ai pas une toute prête à vous donner, comme vous n'en avez pas une toute prête à donner à tout le monde. C'est quelque chose qui se construit avec son collectif, avec les personnes, les membres de son collectif. Donc, vous le voyez là, l'une des clés de réussite dans cette situation d'apprentissage du télétravail, c'est de recréer du collectif pour collaborer et créer ensemble de nouvelles routines. C'est hyper important. Je vous parlais des routines en début, là. Donc là, pourquoi pas créer de nouvelles routines? Exactement comme on avait avant des pauses café, on ne s'en rendait pas compte, c'était informel, mais elles étaient régulières. C'était tous les jours à 10h et 14h après la pause déj. Pourquoi pas les refaire? On n'est pas obligé de se retrouver à 10 à chaque fois en pause café, mais on peut, avec les collègues qu'on apprécie particulièrement, se dire tous les jours à 10h, on se fait 10 minutes de pause café comme si on était au bureau. C'est également sacraliser et rendre en routine les pauses, les déjeuners, et pourquoi pas les after-work. Bref, exactement comme ce que l'on pouvait faire avant au bureau. L'une des clés des réussites aussi, c'est de faire un diagnostic au niveau des usages digitaux et collaboratifs. Alors là-dessus, on parlait des outils qui sont vraiment une source d'apprentissage pour tout le monde. C'est tout simplement faire le point, de savoir qui a besoin de plus ou moins de monter en compétence sur un outil ou sur une pratique en particulier. Et dernier point, c'est l'accompagnement de ce changement. Vu qu'on est en situation d'apprentissage, on est en fait en situation de changement. Et auquel cas, il est intéressant de voir avec ses collaborateurs, individuellement et là aussi collectivement, comment est-ce qu'on peut cadrer l'emploi du temps, aider à prioriser, quelle est l'humeur, prendre en tout cas la température régulièrement auprès de certains, et en tout cas faire attention à l'isolement, puisqu'on l'a dit, le cerveau fonctionne mieux quand il n'est pas isolé. Donc ça, c'était les points, les pistes d'action pour cette première partie du télétravail qui s'apprend et qui s'accompagne. Avant de passer à la partie 2, peut-être que je peux passer la main à Lison, qui pourrait peut-être nous présenter, c'est possible? Un petit dessin avant la partie 2? Oui, allez, je vous remonte les dessins peut-être simplement. Donc, je repartage. Donc voilà, pourquoi sommes-nous fatigués par le télétravail? Car c'est fatigant. Donc on a vu que déjà les problèmes techniques, c'est de ne pas connaître les outils, ça pouvait créer une vraie fatigue. Voilà. On a vu des choses sur le cerveau et qui a besoin de moments en mode automatique et donc qui a besoin de créer une nouvelle routine. On a besoin de créer une nouvelle routine, que ce soit dans notre
façon d'aller au travail, de se mettre au travail et que voilà, quand tout est nouveau, effectivement, tout est fatigant dans les usages des logiciels aussi. On a vu que, excusez-moi, je suis ici. Voilà qu'il fallait créer des nouvelles routines, rendez-vous d'équipe peut-être, avoir un espace dédié. Il faut s'interroger sur les conditions de travail. On n'a pas tous les mêmes conditions de travail et donc dans une équipe, il peut vraiment y avoir des situations extrêmement variées au niveau de ce qui est disponible techniquement, la disponibilité au niveau du temps, les habitudes de travail à la maison. Et puis, il faut explorer les nouveaux outils. Alors voilà, je vois des plateformes collaboratives. Ouais, il va falloir trouver des chemins d'accès. Et le dernier, c'est sur reconstruire le lien. Les clés de la réussite, c'est l'analyse des besoins de chacun, se réorganiser ensemble. Quels sont les besoins en formation, en organisation, en accompagnement, recréer le lien, stimuler le cerveau qui veut du lien social. Et qu'est-ce que ce confinement nous fait voir et quelle vision on construit ensemble. Voilà. Super, merci Lison. Ok, parfait. Alors, sans trop tarder, parce que le temps passe, on va passer à notre partie 2. Il nous semblait important, quand on parle comme ça de télétravail et de la fatigue, de faire un petit focus sur le trop d'informations et comment est-ce que ça chauffe pour notre cerveau. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le télétravail, on reproduit avec le télétravail nos échanges formels et informels. En tout cas, c'est un besoin vital pour travailler, on ne peut pas faire autrement. Et pour cela, on a intégré de nouveaux outils que j'ai cités tout à l'heure. Et en fait, ces nouveaux outils, sans s'en rendre compte, ils nous apportent un flot de nouvelles informations qui devront être traitées par notre cerveau. Ça, ce phénomène-là que je viens de décrire, c'est un phénomène qu'on appelle d'interaction entre les individus et les machines, l'individu et la machine. Donc les individus, c'est les femmes et les hommes au travail, c'est nous. Puis les machines, en télétravail, c'est notre ordinateur et puis nos smartphones. Ce que l'on sait, en tout cas ce que nous disent les recherches en neurosciences, ce que l'on peut observer, c'est qu'il existe bien une fatigue globale qui est due à une utilisation des outils de communication à distance plus intensive et surtout en continu. Et j'insiste bien là-dessus, c'est cette question d'intensité et d'aspect continuel en fait de l'utilisation, non-stop. Et cette fatigue, en fait, elle est essentiellement due à ce que l'on appelle la surcharge cognitive. Vous l'avez parfois entendu ces derniers mois, parce qu'on en a beaucoup entendu dans les médias, la surcharge ou la charge mentale. C'est bien de ça dont on va parler, parce que quand on est en télétravail et qu'on n'en peut plus, c'est là le nœud du problème, en tout cas de notre fatigue, la surcharge cognitive. Qu'est-ce que c'est que cette surcharge cognitive ? Avant de décrire ce que c'est que la surcharge cognitive, il faut revenir à ce que c'est que la charge cognitive qui nous vient de la cognition. Alors, je vais essayer de faire rapide, c'est vrai que c'est des sujets complexes, je vais essayer d'être aussi le plus clair possible en étant rapide. Donc, la cognition, c'est un ensemble de processus mentaux qui se rapportent à notre manière en fait d'utiliser notre cerveau, la fonction de connaissance, la mémoire, le langage, l'apprentissage, tout ce qui nous permet en fait de percevoir notre environnement, d'être en attention et de prendre des décisions pour être dans l'action. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cognition, elle est traditionnellement divisée en 3 types de mémoire. On a la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, et enfin la mémoire sensorimotrice. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la mémoire à long terme et comment elle fonctionne avec la mémoire de travail. En fait, lorsqu'on doit exécuter une tâche, donc on a quelque chose à réaliser, écrire un texte, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, elles vont être reçues et traitées par le cerveau. Déjà, c'est la mémoire de travail. Ce que vous pouvez faire, c'est imaginer la mémoire de travail comme une première salle qui va recevoir un certain nombre d'informations à traiter. Donc, on remplit cette première salle, la mémoire de travail, par ces informations. Ensuite, en faisant cette tâche, les éléments qui sont les plus importants, ils vont être retenus par notre cerveau et stockés dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Vous avez qu'à l'imaginer comme une deuxième salle juste après, en couloir. Et pourquoi est-ce que c'est stocké dans cette mémoire à long terme ? C'est parce que si on veut la réutiliser, cette action, cette tâche, si on la refait,
eh bien, on l'a déjà stocké en mémoire à long terme. Vous vous souvenez de ce qu'on disait quand on parlait de routine en début, la nécessité du cerveau de travailler en routine parce qu'il est en mode économique? Eh bien, c'est ça qui se joue, cette faculté qu'il va avoir à intégrer les informations dans le long terme pour pouvoir les réutiliser plus tard quand on refera cette tâche. Par contre, ce qu'il faut également savoir de cette mémoire de travail, donc cette première salle qui sert de stockage, d'intégration des données au début, eh ben, cette mémoire de travail, elle ne peut gérer que 3 ou 4 informations en simultané. Donc 3-4 informations en même temps. Donc là, lorsqu'elle va en recevoir plusieurs à la fois, donc c'est-à-dire plus de 4 informations, elle va être submergée par un flux de renseignements. Et c'est là qu'on va avoir une charge cognitive trop importante qui va, pour le cerveau, pour lui permettre de traiter efficacement les informations dans cette mémoire de travail. Et quand ça arrive, eh ben, ça aboutit à des choses que l'on connaît bien, c'est-à-dire soit l'échec de la tâche, on n'a pas réussi à écrire l'article qu'on voulait parce qu'il y avait trop de choses à gérer en même temps qui sont arrivées à ce moment-là, ou alors, chose qui arrive très régulièrement avec le confinement, une mémorisation déficiente. Je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais nous, on a eu plusieurs témoignages de collaborateurs et de managers qui nous expliquaient qu'en ce moment, avec le confinement, ils oubliaient la moitié des choses. Ils oublient de rappeler, ils oublient des rendez-vous, des mails qu'ils ont lus, bref, choses qui n'arrivaient pas avant parce qu'ils étaient très bien organisés. Là, en confinement, chez eux, ils n'arrivent plus à mémoriser aussi bien qu'avant. Eh bien, ça s'explique en partie par cette surcharge cognitive, le fait que la mémoire de travail va recevoir beaucoup trop d'informations en même temps. Et quelle est la conséquence en fait de cette surcharge cognitive? Elle va ralentir dans un premier temps le travail du cerveau. Le travail du cerveau, c'est analyser l'information, la traiter pour savoir quoi en faire. On la stocke en mémoire à long terme, on en fait une action, une prise de décision. Et bien, quand on est en surcharge cognitive, et bien, tout ça s'est ralenti. On met plus de temps à faire quelque chose. Et également, plus les données à traiter dans cette mémoire de travail vont être nombreuses, et bien plus le cerveau va ralentir son traitement et retarder la prise de décision. On ne sera pas dans la même capacité de rentrer en action. Et bien sûr, ce processus-là, eh bien, ça consomme énormément d'énergie. N'oubliez pas, le cerveau fonctionne à l'économie. Dès qu'il est comme ça, en fonctionnement de traiter énormément d'informations qui arrivent en même temps, de surcharge, ça lui fait consommer énormément d'énergie. Et ça va entraîner une fatigue physique sur le court terme. On a envie d'aller dormir, on a besoin d'une sieste dans l'après-midi. Et ce que l'on connaît tous en ce moment, une fatigue intellectuelle sur le long terme. On est épuisé, en fait, physiquement et intellectuellement, on ne peut plus, voilà, il y a un trop-plein, on ne peut plus absorber aucune information. Quand on sait ça, comment est-ce que ça se traduit dans le télétravail, pour rentrer plus précisément et là aussi avoir des pistes d'action? Ça se traduit sur le trop-plein de notifications en télétravail. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux outils que l'on a, on a un flot incessant de nouvelles informations qui nous arrivent par différents canaux. Et Slack, et Zoom, et mail, les smartphones aussi, ça en fait partie. Et quelqu'un qui appelle, et un SMS. Bref, ça arrive un peu de partout et en même temps, de manière incessante. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une surcharge cognitive. La deuxième manière en fait d'apparaître, cette surcharge cognitive en télétravail, c'est quelque chose dont on parle que très récemment, c'est l'absence du langage du corps. Alors je m'explique. Quand on est en présentiel et qu'on parle avec quelqu'un, le comportement non verbal, c'est-à-dire la manière dont le corps aura de réagir, alors j'exagère dans mes mouvements, mais la manière dont le corps aura de réagir, les mimiques qu'on a sur le visage, tout ça, ce sont des éléments non verbaux qui vont nous aider à comprendre ce qu'est en train de dire la personne en face. Et finalement, pour notre cerveau, c'est tout autant d'informations qui lui permettent très facilement de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Là aussi, son mode économique. Malheureusement, quand on est à distance, le cerveau, il n'a plus ces éléments-là. Parce qu'en fait, quand on est sur Zoom, et on le voit bien avec ce webinaire, moi, je suis bien en difficulté de voir ce que fait chacun d'entre vous. La vignette est trop petite, et puis à distance, on n'a pas cette même intuition du comportement non verbal. On a beaucoup plus de difficultés à décrypter ce que peut penser et ressentir l'autre personne. Eh bien, ces éléments en moins, ça demande du coup au cerveau plus d'efforts cognitifs pour comprendre le discours, les mots qui vont sortir de ma bouche. Et si on ajoute à cela
des problèmes techniques avec, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent, des personnes qui vont parler avec un décalage du son et de l'image, là, le cerveau, on l'a totalement perdu parce que pour lui, c'est juste impossible de pouvoir, pendant 1 heure, écouter quelqu'un avec une image en décalé. Ça lui demande beaucoup trop d'efforts cognitifs pour pouvoir suivre. Donc, on comprend du coup pourquoi quand on passe toute une journée de réunion Zoom, vous savez, de 9h à 17h, on a enchaîné les 10 réunions avec plein de personnes différentes, pourquoi on se retrouve totalement vidé. On a cet aspect au départ de quand on est en communication, eh bien, le reste du monde continue de vivre, continue de nous envoyer des messages. Vous êtes probablement en webinaire avec nous et en même temps, vous recevez encore des SMS, vous recevez des mails, vous avez des fenêtres qui arrivent pour vous indiquer qu'un message est arrivé sur Slack. Eh bien, le cerveau, il les voit, il ne peut pas s'empêcher de les traiter. Et puis, d'autre part, on est sur Zoom et puis, voilà, on demande à notre cerveau d'essayer de comprendre les gens en faisant plus d'efforts que d'habitude. Eh bien, voilà, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, on n'en peut plus. Un tunnel de réunion, ça nous a totalement vidé. En tout cas, le cerveau est totalement vidé. Alors, quand on a ces informations-là sur comment fonctionne cette charge cognitive, cette surcharge cognitive, qu'est-ce qu'on peut se dire pour améliorer le télétravail et en tout cas améliorer la santé de notre cerveau et donc notre fatigue pour continuer le télétravail dans de bonnes conditions? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est ces fameuses notifications. Quelque chose que les gens savent peu, c'est que chacun des outils que nous utilisons, des outils collaboratifs, Slack, Zoom, mail, smartphone évidemment, chacun de ces outils, eh bien, vous pouvez rentrer dans les paramètres pour aller régler les notifications. Et nous, ce que nous conseillons du coup, c'est de régler les notifications pour pouvoir avoir l'information que l'on souhaite. On n'est pas obligé d'avoir tous les messages de Slack sur tous les canaux de tout le monde si on n'est pas en fait notifié dessus. Et puis surtout, de pouvoir les voir quand on a envie. Parce que l'une des règles primordiales par rapport à ces surcharges cognitives, c'est de pouvoir gérer soi-même son énergie en allant voir quand on le souhaite, Slack, WhatsApp, Zoom, etc. Donc la première chose à faire, c'est gérer ces notifications pour ne pas avoir un flot incessant d'informations. La deuxième chose qui est très importante aussi, en tout cas en être conscient, c'est de faire attention de ne pas travailler plus parce qu'on est en télétravail. Ce n'est pas parce qu'on a gagné 1 heure dans la journée, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, parce qu'on n'a pas fait un trajet de voiture et qu'on est resté à la maison, qu'on doit le consacrer à travailler plus, à lire ses mails. Sauf si nécessité, évidemment, parce qu'on a un pic de production, mais il ne faut pas rajouter de la charge de travail parce qu'on a plus de temps. Il faut occuper le cerveau à autre chose. Ça participe à sa santé. En tout cas, c'est une tendance qu'on observe, c'est que le télétravail fait travailler plus parce qu'on se dit, tiens, j'ai gagné une demi-heure, hop, je vais travailler plus. Non, on essaie de faire autre chose. L'autre chose aussi pour gérer sa surcharge cognitive, c'est d'organiser son emploi du temps. Ça, c'est quelque chose déjà d'important dans le télétravail en règle générale. Quand on est manager avec ses équipes, on essaie de proposer un emploi du temps qui ressemble à ce qu'on avait pu faire pour donner un rythme dans la journée, dans les productions, dans les objectifs. Là, on va avoir en fait quelque chose d'encore plus fin dans l'organisation de son emploi du temps. C'est de se dire qu'on va essayer de séparer les tâches dédiées à la collaboration, ce que je vais appeler les tâches collaboratives, celles qui vont demander de discuter sur Slack, de répondre à un mail, de répondre à un SMS, celles qui nous fait mettre en lien avec les autres. Ça, c'est les tâches collaboratives. De les séparer dans son emploi du temps des tâches de concentration et de production. Celles, par exemple, où on aura besoin d'écrire un texte, un article, ou d'analyser un tableau Excel avec plein de chiffres pour en déduire des tendances pour l'an prochain. Donc, l'objectif là-dessus, c'est de travailler en bloc, à alterner, où on alterne tâches collaboratives et tâches de production. Évidemment, c'est de faire des pauses très régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est obligé de rester assis sur son siège et ne plus bouger. Il faut laisser reposer son cerveau. J'aime bien avoir cette image du sportif, triathlon, un athlète par exemple d'athlétisme. On ne lui demande pas de courir 7 jours sur 7, de 9h à 18h. Il fait ses courses quand il en a besoin et après il se repose parce qu'il a besoin de reposer les muscles, il a besoin de reposer ses os. Le cerveau, c'est exactement pareil. On est comme un sport, on est sur quelque chose où on a besoin de se reposer. Alors on dit toutes les heures, il faut pouvoir se reposer au moins 5 minutes. C'est hyper important pour laisser souffler, laisser respirer.
Quand on est manager, enfin, c'est important de faire le point avec ses équipes sur tous ces points. Où est-ce qu'ils en sont sur les notifications? Où est-ce qu'ils en sont sur leur charge de travail, enfin, en tout cas l'amplitude horaire? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide pour organiser leur emploi du temps entre collaboratif et production? Et enfin, évidemment, voir à ce que les écrans, en termes de poste de travail, puissent être à la bonne distance, à la bonne luminosité. Ça, c'est hyper important pour pouvoir alléger un peu le cerveau. Donc voilà, j'en ai terminé là pour cette deuxième partie et notamment les clés de réussite, les pistes d'action qu'on peut avoir sur ce sujet de la surcharge cognitive. Il est 17h49. Est-ce que Lison, tu veux nous partager quelques dessins sur ce Alors, site? j'ai déjà montré, finalement, peut-être c'est pas la peine que je les repartage, mais je peux montrer le dernier. Donc, pour prendre soin, voilà, paramétrer, désactiver les notifications, respecter un temps de travail, organiser le temps, séparer la productivité, la collaboration, enfin, en tout cas, les mettre sur des plages dédiées d'horaire, faire des pauses régulières, manager, où en est chaque personne de votre équipe. Et puis, la dernière, je crois que c'était sur des choses sur comment on s'assoit, la distance de l'écran, etc. C'est plus sur l'écran, effectivement, sur le confort visuel. Ça va beaucoup jouer sur notre capacité à lire les informations. C'est tout bête, mais de régler sa luminosité de son écran, ça permet de moins fatiguer les yeux et donc le cerveau derrière. Tout est lié. Ok, voilà. Ok, super. J'aime beaucoup le dessin, prendre soin de son cerveau. Très, très bien. Hyper important, télétravail. Voilà. Alors, la dernière partie que l'on va aborder très rapidement parce qu'il est 17h50 et que je souhaite qu'on puisse avoir des temps ensemble d'échange de réponses aux questions. La partie intitulée « Garder le corps en mouvement ». Cette partie-là, elle fait le lien avec ce que l'on vient de se dire sur la nécessité de faire des pauses, la nécessité au cerveau de s'aérer, de faire autre chose. Néanmoins, 2-3 choses à savoir. Le fait en fait qu'on soit en télétravail nous amène à moins bouger. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on était dans le bureau, on allait plus facilement prendre un café, on se déplaçait à la machine à café. On allait récupérer les feuilles à l'imprimante. On allait voir un collègue au second étage pour lui poser une question en direct puisqu'il était là, plus rapide. En fait, toutes ces choses que l'on fait qui sont de l'ordre de la sociabilisation en entreprise, les liens sociaux dont on parlait au début, nous amenaient à bouger sans qu'on s'en rende compte. Or, aujourd'hui, en télétravail, chez soi, on bouge beaucoup moins. On ne peut pas, enfin, en tout cas, si on fait quelques pas pour aller chercher un café, c'est bien le maximum qu'on fasse. Et donc, le corps se retrouve brutalement un peu sans activité physique. Sans aller jusqu'à parler du sport, qui n'est pas notre sujet là, pour cette partie-là, on parle bien du corps en mouvement, juste le fait de bouger. Il faut savoir que bouger, ça fait du bien pour le corps. Ça permet tout simplement d'oxygéner le cerveau et ça a un impact sur notre morale, sur aussi notre capacité à prendre du recul sur les choses. Ce que l'on a aussi noté concernant le corps en mouvement, c'est que notre rapport au corps change avec le télétravail. Alors là, vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, de mon expérience personnelle, je suis quelqu'un qui, quand je fais une réunion, une présentation, je vais beaucoup bouger avec mes bras, avec mon corps. D'ailleurs, généralement, mes collègues le savent, quand je parle, je me mets debout et je me mets à montrer des trucs, à expliquer, à dessiner. J'ai un paperboard à côté. Bref, il y a du mouvement. Or là, je suis en train de vous faire un webinaire. Je suis assise et en termes de mouvement, je suis plutôt contrainte, restreinte et finalement, mon rapport au corps et avec le travail a quand même changé. Et là encore, donc, on se retrouve avec un corps qui bouge beaucoup moins et puis aussi, moi, j'ai été obligée d'apprendre à pouvoir m'exprimer, à présenter des choses sans pouvoir me lever. Donc là aussi, un changement, une nouvelle habitude à prendre qui contraint le corps parce que moins de mouvement, plus fatigant, et puis qui contraint aussi ses manières de travailler, où on doit changer, en tout cas être en apprentissage. Bref, là, juste pour terminer, parce qu'il est 53 et que j'aimerais pouvoir aussi discuter, échanger avec vous, c'est se dire que malgré avec le télétravail, il est hyper important de provoquer le mouvement. De rester en conscience que le corps doit bouger. Et c'est essentiel pour la santé de son cerveau. On amène de l'oxygénation, on amène du mouvement, on lui permet de prendre un bol d'air.
Donc, provoquer le mouvement, ben, c'est proposer, par exemple, en tant que manager, de faire la pause café, pas à son poste de travail habituel, mais de proposer d'être dans un autre endroit de sa maison où on peut être à l'aise, bien sûr, pour discuter, mais qui soit moins formel. Ça peut être, quand on travaille, changer aussi de position. Moi, j'ai pas pour habitude de ne jamais avoir le même bureau, on va dire. Je change de siège, je change d'endroit, en fait, dans mon espace de télétravail. Le principal, c'est de se dire qu'il faut bouger. Évidemment, après, si on peut faire du sport, de l'activité physique, des étirements, c'est encore mieux. Et c'est d'autant plus important si on ne sort pas régulièrement dans la journée. Et voilà, j'en ai terminé. Donc, 17h54, j'en ai terminé donc, avec cette troisième partie, garder le corps en mouvement pour pouvoir assainir le cerveau, en tout cas le rendre plus dynamique, en lien donc, avec les deux premières parties, surcharge cognitive et apprentissage. Ah, Lison. Oui. Corps en mouvement, cerveau en mouvement. Exactement. Voilà. Alors, merci à toutes les deux. Du coup, je reprends la main quelques instants. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou peut-être des expériences que vous avez vécues que vous pouvez partager? Donc, je vous laisse un petit moment. On a une première question déjà qui est arrivée pendant la présentation d'Alila que je viens de te renvoyer. Voilà, s'il y en a d'autres, on est preneur en fait pour prolonger un peu cet échange pendant 5 minutes. Alors, une remarque, donc c'est Isabelle qui fait une remarque qui dit en ergonomie, la meilleure position est celle dont on peut changer régulièrement. Je crois que ça résume effectivement bien ce que tu viens de dire, Dalila. Et puis donc Delphine qui posait cette question, Dalila, est-ce qu'on ne séparait pas déjà avant le temps du télétravail les temps de collaboration et les temps de production? Alors si, parfois, certains le font déjà, notamment avec des temps de réunion, des temps de café, des temps où on va aller voir les gens. Là, ce que je voulais dire vraiment par séparation de temps de tâches collaboratives et tâches de production en télétravail, c'est pourquoi pas se donner, par exemple, chaque jour un temps où on met tous nos outils collaboratifs en mode veille pour ne recevoir aucune notification. L'objectif de cette séparation, en fait, c'est se dire, alors pas toute la journée évidemment, mais se dire, est-ce que pendant 1 heure, comme ça à titre d'exemple, de 10h à 11h, je ne pourrais pas mettre en veille tous mes appareils pour rester 1 heure concentrée sur une seule chose de production, ce qui me permettrait donc de ne pas recevoir en même temps tout le temps ces fameuses notifications dont on parlait. Et chose non négligeable, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est la satisfaction en fait que l'on peut avoir quand on va faire en fait quelque chose qu'on va amener à terme, qu'on va produire en allant jusqu'au bout. Parce que finalement, ces notifications dues aux tâches collaboratives qui nous arrivent comme ça en continu en télétravail, elles vont agir comme des interruptions de tâches et qui vont du coup nous empêcher de nous rendre satisfaits, déjà d'aller au bout d'une tâche, écrire un article, lire un sujet, et va nous empêcher également de nous rendre satisfaits, puisqu'on n'a pas lu, on n'a pas écrit l'article jusqu'au bout comme on voulait, on a été interrompu par un mail, un SMS, etc. Donc là, Delphine, l'objectif, ce que je disais, c'est de pouvoir avoir sacralisé des temps où on n'a aucune notification qui peuvent arriver. Des temps courts suffisent. Dalila, du coup, je te relais alors plusieurs remarques sur la fatigue exacerbée. Quel autre point de vigilance par rapport au RPS? Donc, c'est une question qui est posée par Stéphanie. Oui, tout à fait. Par rapport aux risques psychosociaux, excellente question et remarque. Ce que l'on vient de se raconter là sur ce webinaire, c'est le point de départ aussi de vigilance par rapport aux risques psychosociaux, notamment tout ce qui est surcharge de travail, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire le travail qu'on souhaitait faire, de se sentir continuellement perturbé, d'être fatigué parce qu'on est tout le temps en réunion et qu'on ne fait pas le travail productif qui nous est demandé, d'être isolé. Il ne faut pas oublier que certaines personnes sont isolées, ou au contraire d'être sursollicitées. Tout ça, effectivement, vous avez raison, Stéphanie, ce sont des éléments de vigilance pour les risques psychosociaux.
L'autre point, pardon, si je reprends la question, l'autre point, on peut travailler sur la reconnaissance. Un point important. Deux choses d'ailleurs, en fait, il y en a plein. L'autonomie. Quelle autonomie on peut laisser en fait à nos collaborateurs? C'est hyper important l'autonomie dans les risques psychosociaux, le fait de se sentir indépendant, autonome, mais attention à ne pas trop donner d'autonomie, ce qui peut être le versant un peu pervers du télétravail. Trop d'autonomie, les collaborateurs, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Priorisation, emploi du temps, on ne sait pas. Et la reconnaissance, quelle reconnaissance on peut donner même en télétravail à distance? Donc, ce sont des sujets à discuter en collectif. Après, il y a deux remarques, plus que des questions. La fatigue qui est liée aussi à la perte de motivation, due à la perte du contact avec la réalité, la perte de sens, nous dit Didier. Et Nathalie qui prolonge effectivement avec cette idée que le confinement génère aussi en fait une perte de repères qui peut être liée au calendrier, au temps, et puis effectivement, il n'y a plus de semaine, il n'y a plus de week-end. Donc effectivement, en fait, c'est cette revisite des temps là qui est imposée par ce confinement. Alors, on en est sorti, peut-être que ça va s'améliorer un petit peu. Dalia, je ne sais pas si tu as des choses là-dessus. Tout à fait. Nathalie, vous avez raison, effectivement. C'est un autre sujet qui aurait pu être hyper intéressant, c'est notre notion, notre rapport au temps. Comment est-ce qu'il est devenu hyper étirable et puis en même temps, comment à des moments, le temps passe hyper vite, les deux qui se passent en même temps. Je pense que c'est le corps et le cerveau donc, qui n'a plus ses repères, comme vous le dites, de sortie, de rencontre, de lien social. Et donc, du coup, se retrouve dans un temps toujours uniforme, similaire. Il n'a plus en fait de relief pour lui faire rappeler qu'on est le week-end, qu'on est le soir, qu'on est lundi, qu'on est vendredi. Effectivement, ça joue sur le moral du cerveau dans sa santé en fait. Quand on parlait tout à l'heure de sociabilité qui était nécessaire pour le cerveau. Ça joue sur ça effectivement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, en tout cas, merci. Je regarde en même temps s'il y a d'autres choses qui arrivent. Merci Dalila, en tout cas, pour ces explications. Là aussi, je relais un peu ce qui se dit dans le chat. Voilà, je crois que c'était clair. Donc, on mettra effectivement en ligne ce webinaire avec les dessins de Lison. Merci Lison pour du coup la facilitation là en temps réel. Voilà, c'est un exercice périlleux, mais en tout cas bravo parce que c'est chouette, ça donne une autre vision. Et puis peut-être juste avant de vous quitter, je partage les événements à venir. Alors je sais pas, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, on a repéré qui sont inscrits à quasiment tous les événements, même certains à tous les événements. Donc demain on vous proposera une aventure. Alors là, ce ne sera pas un webinaire, ça sera de manière asynchrone. Donc, vous serez libre de faire ça quand vous voulez, quand vous aurez le temps. Et comme vous aurez bien réussi à séparer vos temps, ce sera plus simple pour vous. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence collective. Et donc, on avait envie de vous parler de notre expérience de forum ouvert. Donc, on vous fera découvrir, en fait, comment le forum ouvert peut être en tout cas un moyen de parler un peu de nos expériences confinées pour du coup reconstruire nos collectifs. Et donc il y a une aventure qui sera disponible à partir de demain matin. Donc c'est aussi sur inscription pour qu'on vous envoie les liens. Et puis à la fin de l'aventure, vous pourrez télécharger un livre blanc. Mercredi 10h, le co-développement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le développement, le mieux c'est de l'essayer. Donc Corinne vous proposera en fait une séance test. Alors, il y en avait une qui était programmée à 10h, donc elle est complète. Et Corinne se propose, je crois qu'il reste une place pour une séance complémentaire dont je n'ai pas encore l'horaire. Mais du coup, voilà, vous pouvez encore vous inscrire. Et puis, jeudi à 10h30, donc, David animera une table ronde. Alors, on fera une table ronde à distance. Qui se veut à la fois du coup un échange entre des témoins et avec les participants, ou un entrepreneur d'une entreprise du secteur de BTP, 90 salariés, un philosophe, et vous viendront discuter de leur expérience et donc du coup comment reconstruire en fait les collectifs à cette reprise.
Voilà un peu pour ces événements. Donc, voilà, on est en tout cas super content. On a pas mal de gens qui sont inscrits. Vous étiez 25 connectés, alors dont nous, donc ça fait un petit peu moins. Mais en tout cas, merci à vous tous de vos contributions. Et puis, au plaisir de vous retrouver prochainement. Oui, merci à tous. Et n'hésitez pas, on est disponible sur les réseaux sociaux et évidemment par mail. Si vous avez des questions ou des suggestions, nous sommes là. Merci. Au revoir tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.